Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette seconde partie de vidéo consacrée au cours du chapitre 5 porté sur le mouvement de particules chargées dans un champ électrostatique. Alors dans un champ électromagnétique, excusez-moi. Donc dans la première partie de vidéo, on avait pu discuter en fait notamment de la notion de produit vectoriel. On avait pu voir ensuite l'expression d'une force électrostatique et notamment son intensité comparée à la force gravitationnelle. Nous avons pu voir ensuite les phénomènes magnétiques, avec notamment la force magnétique, qui dépend de la vitesse et du champ magnétique. Et maintenant, on va en quelque sorte combiner ces deux forces pour obtenir ce qui s'appelle la force de Lorentz, qui est la force électromagnétique. Donc la force électromagnétique, qu'est-ce que c'est ? Donc on va considérer donc notre première force, donc qui est la force électrostatique, Q1 fois Q2 divisé par 4 pi epsilon 0 r carré, plus notre force magnétique, QV, produit vectoriel B. On somme les deux et ça nous donne la force de Lorentz. La force de Lorentz qui est égale à Q fois le champ électrostatique plus QV, produit vectoriel B. Là, on va venir calculer la puissance de cette force pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, la puissance de la force de Lorentz, P Lorentz, donc qui est égale à la force de Lorentz, scalaire la vitesse. On a alors QE plus QV produit vectoriel B, le tout produit vectoriel V. Scalaire V, excusez-moi. Scalaire V. Et donc c'est QE scalaire V plus QV produit vectoriel B scalaire V. Et là, en fait, ça, c'est seulement égal à QE scalaire V. En effet, on a vu avec les propriétés du produit vectoriel que V produit vectoriel B est perpendiculaire à V et B. Or, quelque chose de perpendiculaire, de produit scalaire, donc ça, c'est perpendiculaire à V. Or, quand on fait le produit vectoriel, de deux vecteurs perpendiculaires entre eux, c'est égal à 0. Et donc, ce qui veut dire, c'est que la force magnétique, Fmag, scalaire V, est égale à 0. Ça veut dire qu'un champ électrique peut fournir un travail moteur ou résistant à une charge, et peut donc modifier son énergie cinétique. En revanche, le travail d'un champ magnétique, lui, sur une charge, va être forcément nul. Donc l'action d'un champ magnétique sur une charge va être en général de courber la trajectoire sans lui fournir d'énergie. Elle ne va pas venir modifier l'énergie cinétique de la particule. Donc là, on va pouvoir définir ce que c'est l'énergie potentielle d'un champ électrostatique. Donc, je vous rappelle la formule. Le produit des charges divisé par 4 pi epsilon 0 r carré. On peut aussi noter que F électrique, que la force électrostatique, c'est Q fois un champ électrostatique, et on quantifie et on définit le champ par, donc c'est le champ qui est créé par une charge grand Q, et on définit ce champ-là par Q divisé par 4 pi epsilon 0 r carré selon UR. Là, on vient prendre un déplacement infini-décimal en sphérique. dl est égal à dr selon UR, r dθ selon uθ, r sin θ dφ selon uφ. Et on vient écrire le travail microscopique. Donc c'est la force électrostatique scalaire, un petit déplacement. Et on a, c'est égal à Q fois grand Q, dr,
4pi epsilon 0 r carré. Or, on sait que le travail microscopique, c'est égal à moins la dérivée de l'énergie potentielle. Donc là, on suppose que notre force électrostatique dérive d'une énergie potentielle. Et là, on va essayer de trouver la valeur de cette énergie potentielle. Qu'est-ce que ça signifie? On peut écrire donc que moins DEP, c'est égal à Q grand Q dr divisé par 4pi epsilon 0 r carré. Cela est égal, on fait passer le signe de l'autre côté, à DEP moins Q grand Q dr 4pi epsilon 0 r carré. Et là, on vient intégrer entre plus l'infini et r. Donc on intègre P. Et là où on intègre aussi entre l'infini et R, R0, excusez-moi, R0, moins Q, grand Q, dr, 4pi epsilon 0, R carré. Donc c'est EP infini R est égal à Q fois Q, 4pi epsilon 0 R, donc c'est bien l'intégrale de moins dr sur R carré, infini R. Et ça, c'est égal à quoi? Donc c'est EP infini moins EP R0 qui est égal à Q fois Q, enfin divisé par l'infini, donc c'est égal à 0. Moins Q 4pi epsilon 0 R0. Et là, par convention, on va définir qu'à l'infini, l'énergie potentielle sera égale à 0. Ce signifie qu'on peut écrire que EP R0, c'est égal à Q grand Q 4pi epsilon 0 R. Et en faisant une changeant de variable R0 est égal à R, on peut exprimer l'énergie potentielle de cette force électromagnétique comme, en fonction de R, comme Q, grand Q fois Q, 4pi epsilon carré, 4pi epsilon 0 R. Et donc notre force électrostatique, on a montré qu'elle dérivait bien d'un champ, d'un champ de potentiel. Maintenant, un petit exercice pour toujours comprendre cet aspect énergétique. On a deux particules, donc une particule immobile grand Q, de charge grand Q, et une autre particule, cette fois mobile, qui avance à une vitesse v, 0, en direction de particule grand Q. La particule mobile a un champ électrique petit q, et on se demande quel va être, dans le cas où les deux particules ont le même signe au niveau de leur charge, donc elles vont se repousser. Or, comme la petite particule a une vitesse v0, elle va venir quand même s'approcher un petit peu de la grande particule, et on se demande jusqu'à quelle est la distance minimale d'approche pour la petite particule. Donc on suppose que Q et en Q sont de même signe. On peut noter que la force électrostatique, c'est Q divisé par 4pi epsilon 0 R carré selon UR. Et là, on veut connaître la distance minimale d'approche. Et pour cela, on va utiliser le théorème de conservation de l'énergie mécanique. Donc on a EM qui est égal à EC plus EP. Et donc, dans notre premier cas, imaginons qu'on soit à l'infini. Vraiment tout à l'infini, notre particule part à l'infini et avance en direction de Q. On a 1 demi de mv0 carré plus 0, comme l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0 par convention, est égal à 0. Donc ça c'est juste avant que
c'est le plus proche que peut se rapporter la particule. Donc le plus proche, c'est quand la vitesse tombe à 0 et que l'intégralité de son énergie cinétique a été convertie en énergie potentielle, plus QQ 4pi epsilon 0 R min. Et donc on peut écrire que R min, on fait passer le R de l'autre côté, c'est égal à QQ 2pi epsilon 0 m v0 carré. Et donc ceci est la distance minimale, la distance minimale d'approche entre deux charges. Très bien. Donc là, on va pouvoir revenir un peu à la notion de champ électrique uniforme stationnaire et définir la notion de potentiel électrique, potentiel électrostatique. Donc on a vu qu'on pouvait écrire E de la façon... donc là, on écrit E, le champ électrostatique, E0 selon EX. On vient de définir un déplacement élémentaire. DL est égal à DX selon UX, plus DY selon UY, plus DZ selon UZ. Et donc on peut écrire que le travail microscopique, qui est égal à F scalaire dl, c'est donc égal à Q E0 dx. Et ça, faut pas l'oublier, c'est moins DEP. Et donc on peut écrire que DEP sur dx est égal à moins Q E0. Là, on peut revenir à l'énergie potentielle selon x, moins Q0x plus une constante. On définit qu'à l'infini la constante vaut 0. Et donc on a EPX est égal à moins QE0x. Et là, à partir de là, on se rend compte qu'on peut venir en fait exprimer EP en fonction de Q fois VM, et avec VM qui est égal donc on peut revenir à là, qui est égal donc à Q fois grand Q 4pi epsilon 0 R, et là c'est ce qu'on appelle en fait la tension. On vient de définir la tension, et la tension elle va jouer le même rôle que dans la formule mg, avec le G, l'intensité gravitationnelle, elle va jouer le même rôle. Avec cette tension ici. Très bien. Et là, on peut, en couplant le PFD et en connaissant les différentes forces qui s'appliquent sur nos particules, on va pouvoir en fait établir l'équation du mouvement. En effet, on a montré que la force électrostatique par rapport au poids, on pouvait négliger le poids d'un électron. Et donc on peut simplement écrire que la masse fois l'accélération est égale à Q fois E. Et donc à partir de là, on peut revenir aux équations du mouvement. Et ça va nous être très utile. En fait, on va pouvoir venir accélérer des charges et produire tout un tas d'effets différents. Notamment la radiographie par rayon X est basée sur l'accélération de charge, le microscope à effet tunnel, ou encore le rayonnement synchrotron. On va faire une petite application numérique qui concerne l'accélération linéaire d'un électron par une tension statique. Et donc on a un électron à 0 à vitesse nulle, ou une vitesse très faible, qui va rentrer dans une zone avec un champ électrostatique, E0 orienté selon moins x. Et donc la seule force ici, quand on fait un bilan des forces, c'est donc la force électrostatique. Bilan des forces, car on considère que la force gravitationnelle est nulle. Et donc on applique le PFD, qu'on va projeter directement sur X. Et on a m fois accélération selon X est égal à QE, qui est la formule de base. Or, Q, c'est moins E, et E est orienté selon moins EX, donc c'est moins E0.
Et donc ça, c'est E, E0. Et donc à partir de là, l'accélération, on divise par m, c'est la charge fois E0 divisé par m. Et on peut revenir à la vitesse. V est égal en intégrant, donc c'est E0 divisé par mt plus c. Or, on avait posé que V0 est égal à 0. Donc on a la vitesse qui est égale à E, ET sur m. C'est E0. Et donc en fait, notre champ électrostatique vient créer, un peu comme, c'est l'analogie en fait d'une masse en chute libre, hein, vient créer une accélération constante et linéaire lorsqu'une particule de charge E, enfin lorsqu'un électron est soumis à ce champ électrostatique. Très bien. Là aussi, je vais faire un bref rappel où on va venir en fait comparer l'intensité de la composante magnétique par rapport à la gravitation. Et donc, on vient calculer donc, le rapport des normes des deux forces, le rapport des intensités entre les deux forces. Et on a que donc, QV produit vectoriel B divisé par mg est supérieur à 10 puissance 5. Et donc, y compris dans ce cas-là, y compris la force magnétique, est très largement supérieure à la force gravitationnelle. Et donc, dans le cas magnétostatique, on étudiera seulement la force magnétique, on pourra là aussi en fait se passer de la force gravitationnelle pour l'étude de petites particules. Et on se rappelle aussi que la puissance de la composante magnétique est égale à 0, ce qui signifie que le champ magnétique ne travaille pas, et donc il ne peut pas venir modifier l'énergie cinétique d'une particule. Très bien. Donc là, on va venir en fait résoudre. Donc c'est comme si on se plaçait en fait dans ce cas présent là. On va venir résoudre le principe fondamental de la dynamique, l'équation fournie par le principe fondamental de la dynamique, lorsqu'une particule de charge Q et de vitesse V et de masse M arrive dans un champ magnétique. Donc on a la masse fois l'accélération qui est égale à QV produit vectoriel B. On vient de définir que V c'est égal à V0 selon UX et que B est égal à B0 selon UZ. Et donc c'est bien notre cas où on se trouve ici. Ici on a X et B est orienté vers nous. Donc on peut écrire sous forme vectorielle notre PFD. Donc c'est mx point, y point, z point, qui est égal à q, x point, donc la vitesse, y point, z point, produit vectoriel 0, 0, B0. Parce que B est seulement selon UZ. Et ça, c'est égal à Q. Et donc, on vient faire, hop, on va mettre X point 0 ici, comme ça et comme ça. Et là, c'est Y point B0 moins X point B0, 0. Et là, on peut voir donc, que le champ magnétique va influer sur les vitesses x selon x et selon y. Et comme à ce qu'on s'entendait, la force, elle doit être perpendiculaire à B, à B, et donc perpendiculaire à UZ, et donc on n'a bien pas de composante en UZ. On a alors donc x point qui est égal à QY point B0 sur M, et Y point qui est égal à moins QX point B0 sur M. Et là, on va venir intégrer nos deux équations. Donc, on a x point est égal à QY B0 sur M plus une constante. Et Y point est égal à Q
à moins q x b0 sur m plus une deuxième constante. Et là, en fait, en appliquant nos conditions limites, on va considérer que x0 est égal à y0 est égal à 0, que x.0, comme on l'a vu, c'était v0, et y.0 est égal à 0. On peut venir écrire donc que x point, c'est qy b0 divisé par m plus v0. Et y point, c'est moins q x b0 sur m. Et là, on se rend compte qu'on peut venir insérer ces valeurs. On avait des équations couplées au début qui mettaient en relation x et y. Et là, on peut découpler nos équations en venant insérer x point, cette valeur dans celle-là, et y point dans l'équation avec x point point. Et donc là, on va venir découpler nos équations. Et donc en venant découpler nos équations, on peut revenir à x point point, qui est égal à qb0 sur m, moins qb0 sur mx. Et ça va être égal à moins q carré, b0 carré, m carré x. Et on va noter que c'est égal à moins oméga c carré x, avec oméga c qui est égal à q b0 sur m. Et on peut aussi noter que y point point, c'est moins qb0 sur m, qb0 sur m plus v0. Et donc ça, c'est égal à moins q carré b0 carré m carré y moins qb0 sur m v0. Et ça, c'est égal à moins c carré y moins oméga c, tout simplement, et pas carré v0. Et là, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, que c'est bien l'équation d'un oscillateur harmonique dans nos deux cas. Et l'équation d'un oscillateur harmonique, on connaît les différentes solutions, quand on écrit la pulsation. Et on a dans notre cas xt qui est égal à alpha cos oméga 0, oméga c t plus bêta sin oméga ct. Et en connaissant x0 est égal à y0 est égal à 0 et x.0 est égal à v0, on peut montrer que alpha est égal à 0 et que bêta oméga c est égal à v0. Dans notre cas où yt, on peut écrire donc pareil, en utilisant les conditions initiales et le fait que ce soit une équation oscillateur harmonique avec un second membre. On peut écrire que yt, c'est moins v0 oméga c plus gamma cos oméga ct plus delta sin oméga ct. Et là, on se rend compte que en posant R est égal à V0 oméga C, je vous laisserai faire le calcul, qui est égal à MV0 QB0, on peut écrire notre système d'équations de cette façon. R sin oméga CT, YT est égal à R cos oméga CT moins 1, et ZT est égal à 0. Et ceci, c'est bien l'équation d'un cercle. Et en fait, la trajectoire de notre particule de masse m et de charge q dans un champ magnétique aura une trajectoire circulaire. En fait, le champ magnétique vient courber en quelque sorte indéfiniment la trajectoire de notre particule, et ce qui donne une trajectoire circulaire. Très bien. Maintenant, on peut faire un petit bilan de ce qu'on a vu. On a vu la notion de produit vectoriel. La notion de sens de rotation d'un vecteur. Donc la notion
de sens de rotation d'un vecteur et de base directe indirecte. On a pu voir la notion de force électrostatique. Donc la force électrostatique, c'est QQ 4pi epsilon 0 r carré selon UR. La fonction de force magnétique qui est égale à donc, F mag est égal à QV produit scalaire produit vectoriel B. La force de Lorentz qui est la somme des deux forces. Les ordres de grandeur par rapport à la gravitation. Et on a pu faire toute une batterie d'exercices, de petits exercices, pour voir en fait la dynamique d'un point chargé, soumis à ces différentes forces-là. Et notamment que la force magnétique ne travaillait pas, qu'elle venait courber les trajectoires, au contraire de la force électrostatique qui, elle, dérivait d'une énergie potentielle et qui était capable en fait d'accélérer des particules chargées. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi. Dans les prochaines vidéos, on va traiter notamment le cas de deux annexes, le cas d'un accélérateur de particules, le cas aussi de la spectrométrie de masse. Et on va venir faire un exercice un peu complexe sur le mouvement de particules chargées dans un champ magnétostatique uniforme en coordonnées cartésiennes. À bientôt!